je ne vais pas vous présenter le labo, je vais plutôt vous raconter une histoire autour de l'éclairage. Et puis à cette occasion, je vais vous raconter ce qu'on fait. En fait, je vais vous raconter une partie de ce qu'on fait, ce qui s'insère dans la partie éclairage. Mais c'est qu'une partie de notre activité, mais à la limite, ça va bien illustrer la façon dont on travaille. Donc l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de l'éclairage. On va faire un peu d'histoire. Donc vous voyez la fresque de l'éclairage qui part des premiers temps où l'homme avait que le soleil, puis la domestication du feu, et puis la lampe à huile, la lampe à pétrole, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir les échelles. On est en millions d'années, on est en milliers d'années, donc les choses ont quand même évolué très 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 lentement. Et puis dans les années fin 19e, la lampe à incandescence. Et donc là c'est un principe complètement nouveau, là c'est plus un corps, c'est plus de l'huile ou du pétrole qu'on brûle. C'est un courant électrique qui passe dans un filament, ce filament s'échauffe et il rayonne de la lumière, c'est ça qu'on utilise. Et en fait ce principe a été, mis à part la bougie, mais ça a été le mode principal d'éclairage jusqu'à récemment. Alors, comment ça marche? En fait, ça marche sur... Et donc je vais vous imposer un petit peu de physique. Il y aura une petite partie physique, il y aura un petit peu d'économie, il y aura un peu d'histoire. Donc c'est ce qu'on appelle le rayonnement, le spectre de rayonnement du corps noir. Vous voyez la formule en haut à droite. Et qui est caractérisée en fait par un paramètre qui est la température du corps noir qui est ici. Donc c'est une formule qui est due à Planck et qui dit que tout corps à une certaine température rayonne de la lumière, de l'énergie, suivant un spectre, c'est-à-dire une composition en fonction de la longueur d'onde, qui a cette formule-là, et donc, quand on la trace, c'est cette courbe-là, courbe noire. Donc vous voyez que là j'ai tracé le soleil, donc le soleil en fait c'est un corps noir. Noir, ça ne veut pas dire que noir c'est pas une couleur, c'est une expression qui, j'aurais du mal d'ailleurs à redonner l'origine. Donc cette formule-là, vous voyez qu'elle elle donne un spectre qui est piqué ici à 500 nanomètres, donc 0,5 microns de longueur d'onde, et puis qui a cette distribution. Et quand on regarde le soleil, le soleil mesuré sur la Terre, c'est la courbe rouge. Alors en fait, qu'il y a des trous, c'est parce qu'il y a des molécules qui absorbent. Mais si on prend en haute atmosphère, c'est la courbe jaune, et on voit que ça reproduit très bien le soleil. Donc le soleil est un vrai corps noir. Et la température équivalente du corps noir, c'est 5250 degrés. Donc c'est la température de corps noir du soleil. Alors, ce que vous voyez, une chose intéressante, c'est que cette émission, son maximum, voilà, il est entre ces deux points-là. Enfin, son maximum est là, mais une grosse partie du signal est entre 400 nanomètres et 600 nanomètres. Et ça, c'est visible. 400, c'est bleu, 600, c'est le rouge. Donc, en fait, la notion de visible chez les êtres vivants sur Terre s'est développée en fonction du Soleil. Donc, c'est parce que le Soleil était maximum là, c'est là où on a le maximum de lumière, que la vie s'est développée avec une vision dans cette gamme spectrale-là. Donc si le soleil était moins chaud, le spectre se serait décalé et on aurait des yeux différents. Donc c'est par hasard si nos yeux ont une efficacité maximale dans cette gamme. Voilà. Alors, donc cette température de corps noir, on peut la faire varier. Et une ampoule à incandescence, c'est un corps noir comme le soleil, sauf que sa température est plus faible. Voilà, tout simplement. Donc il suffit de réduire la température, on peut tracer la nouvelle courbe, et on observe toujours un peu le même type de courbe, simplement le maximum ici se décale, il n'est plus dans le visible, mais se décale dans l'infrarouge, dans les grandes longueurs d'onde. Et donc vous voyez que dans la partie visible, alors ça c'est une lampe à incandescence normale, elle est à 2700 degrés, et puis l'halogène est un peu plus chaude, à 3000, mais ça fait à peu près le même résultat. Vous voyez que la partie qui est dans le visible, cette fois c'est une partie qui est assez faible, parce que l'émission elle est décalée vers les grandes longueurs d'onde. Et donc ça, qu'est-ce que ça donne? Ça dit tout simplement que ces sources-là sont forcément peu efficaces, puisqu'une lampe à incandescence va émettre principalement dans l'infrarouge, donc c'est de la chaleur, pour nous qui avons des yeux voyants dans le visible, et peu dans cette partie visible. Et en fait, c'est ça qui explique que ces lampes ne sont pas très efficaces. Et donc une mesure d'efficacité, la quantité de lumière que reçoit l'œil, on peut l'exprimer en lumens, et puis la puissance qui est nécessaire, c'est des watts. Et donc ces lampes-là, les lampes à incandescence, c'est des efficacités entre 16 et 20 lumens par watt. Donc ça ne vous dit rien, mais vous verrez que ce n'est pas beaucoup, on peut faire beaucoup. Donc voilà avec quoi on s'est éclairé jusqu'à maintenant. Alors, depuis un siècle, il y a des choses nouvelles qui sont apparues, qui ne sont pas des sources qu'on va appeler classiques, mais qui sont des sources qu'on va appeler quantiques, parce que le principe même, c'est plus le rayonnement du corps noir, c'est autre chose.
Donc c'est par exemple l'émission des gaz sous l'effet d'une décharge. Donc, sous l'effet d'une décharge, les gaz sont excités, vont réémettre de la lumière. Donc c'est le premier, c'est le tube néon, inventé par un Français, Claude Georges, il y a un siècle. Et contrairement à ce qu'on croit, le tube néon, c'est uniquement rouge. Donc quand on dit ça, c'est un tube néon, en fait, c'est pas un tube néon, c'est des tubes avec du mercure, c'est des vapeurs de mercure. Des fois, il y a un petit peu de néon dedans, mais les tubes néons, c'est les anciennes publicités rouges. Donc ça, pour l'éclairage, c'était pas très bon. Ce qui est venu après, c'est les tubes fluorescents à vapeur de mercure. Donc c'est ce que vous avez là, je pense. C'est l'éclairage industriel ici. Donc c'est un gaz qui est excité, qui réémet de la lumière ultraviolette. Donc ça n'éclaire pas. Et simplement, le tube est tapissé de phosphore qui vont absorber l'UV et réémettre de la lumière grand spectre visible. Donc c'est une réémission. Donc les tubes, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Et autre source, un peu le même principe, c'est les vapeurs de sodium qui sont excitées par une décharge. Et là, ça donne directement du jaune. Et c'est ce que vous voyez dans les éclairages routiers. Donc c'est pas bon pour l'éclairage domestique, mais pour des routes, ça suffit. Donc c'est les lampes à vapeur de sodium. Et ça continue à être très, très utilisé. Donc ça, c'est deux technologies qui ont évidemment décollé. Ça, tout le monde connaît, ça, tout le monde connaît. Ça, c'est plutôt l'extérieur, ça, c'est plutôt l'intérieur. Et puis le fait nouveau, c'est que dans les années 90, il y a des LED bleus qui ont été créés. Et puis dans les années fin du siècle, les derniers, les LED blanches sont apparues. Et c'est la technologie qui est en train de dominer, et qui va dominer. Et ça, je vais vous expliquer comment ça va. Alors, si on regarde déjà les performances, l'ampoule à incandescence que je n'ai pas mis ici, elle était, ça c'est en lumen par watt, elle était à 16. Donc elle était presque, elle n'a pas beaucoup bougé, Dans les sources plus récentes, les lampes à vapeur de sodium, on peut monter à 200 lumens par watt. Et c'est beaucoup, beaucoup mieux. Les tubes fluo, on est pareil, on peut monter à 100. Et les nouvelles sources, les fluocompacts, c'est en fait un tube fluo qui a été replié sur lui-même avec une technologie un peu modifiée. On est à 80 lumens par watt. Donc vous voyez, c'est beaucoup mieux que la lampe à incandescence. Et puis le dernier venu, c'est la LED blanche qui est apparue, donc vous voyez, fin du siècle dernier, et qui est maintenant en commercial à 150, quelques produits qui vont être à 200, et déjà des résultats prototypes à 300. Donc, demain, aujourd'hui on est là, en commerce, demain on sera là. Dans 2-3 ans, on sera là, on sera à 200, c'est-à-dire que c'est 10 fois mieux que l'ampoule incandescence. Donc, vous voyez, ça, ce qui est remarquable, c'est 1, la performance, et 2, la vitesse à laquelle c'est arrivé. Hein, donc, c'est plus qu'une évolution, j'appelle ça une révolution. Et je vais vous expliquer maintenant comment ça marche une LED. Donc le principe, le fonctionnement. Et donc c'est là où ça va, vous allez un petit peu retourner sur les bancs d'école. On va faire un peu de physique. Donc si on prend une LED et qu'on la... Alors on dit une DEL en français ou une LED en anglais, mais c'est la même chose, c'est diode électroluminescente. Ça ressemble à ça. Si on enlève la partie époxy plastique qui est autour, on voit une puce qui est au milieu, et si on zoome dessus, cette puce, en fait, elle comprend 2 contacts pour l'alimenter, et puis le matériau, c'est du nitrure de gallium, et si on regarde de près, on va voir un matériau nitrure de gallium de type N, et je vous expliquerai après ce que c'est, de type P, je vous expliquerai ce que c'est, et au milieu des puits quantiques avec INGN, et je vous expliquerai aussi ce que c'est. Donc ça, c'est un composant qui est petit, qui fait 1 mm par 1 mm de côté, et ça, cette partie-là, elle fait 2 microns, 2-3 microns. Donc c'est tout petit. Et c'est ça qui met la lumière. Alors comment ça marche? Alors, comment ça marche? Eh bien, je vais un petit peu vous faire de la physique des solides, et je vais vous expliquer comment on comprend les semi-conducteurs. Donc, pour comprendre les propriétés des matériaux, il faut regarder en fait les électrons. Le reste, les noyaux, tout ça, pour beaucoup de propriétés électriques, optiques, thermiques, élastiques, on peut quasiment les oublier, surtout pour électrique. Donc, on va regarder uniquement les électrons, et on va s'intéresser à quelle est l'énergie des électrons dans la matière. Ça s'appelle la structure électronique des matériaux. Et là, on va attaquer dans le cœur du sujet, on va faire un petit peu de mécanique quantique. Alors, en mécanique classique, les électrons, quand ils tournent autour d'un noyau, ont des orbites quelconques. Il y a une relation entre la vitesse et la position, mais toutes les orbites sont possibles. Ça, c'est ce qui décrit les planètes. Quand on s'intéresse aux atomes, on a longtemps cru que ça marchait, et en fait, au début du siècle,
dernier, un certain nombre de chercheurs ont montré que ça, c'était pas possible et qu'il fallait inventer des nouveaux concepts, et ça a été l'avènement de la mécanique quantique, qui dit qu'il y a des orbites interdites et d'autres qui sont autorisées. Et alors, comment est-ce qu'on les trouve? Eh bien, c'est là où on quantifie les choses. On va associer à l'électron, qui est une particule, on va associer une onde. Une onde, ça veut dire une longueur d'onde, comme la lumière. Et donc, on va dire que la particule, elle a une onde, c'est une onde qui parcourt cette orbite, et que la longueur d'onde, enfin, le périmètre doit être un multiple entier de la longueur d'onde. C'est ça la quantification des orbites, vous avez vu ça à l'école, normalement, et on écrit cette relation. Donc après, il suffit de dérouler un peu l'histoire, et on arrive au fait que les orbites sont quantifiées. Petit n, c'est 1, 2, 3, 4, c'est un entier. Vous voyez que les rayons croissent comme n carré, et donc ça prend des valeurs discrètes. Et l'énergie prend des valeurs discrètes, prend 1 sur n carré. Donc on n'a plus un spectre discret, on n'a pas un spectre continu, mais un spectre discret, où l'énergie fondamentale est très précise, et puis on a des niveaux qu'on appelle excités. L'électron va pouvoir passer sur un niveau, et puis revenir. Mais il ne peut pas s'arrêter au milieu, il n'y a pas d'étape autorisée ici. Et c'est par exemple en faisant des transitions comme ça que les gaz vont émettre de la lumière. Donc le mercure, ce que je vous ai raconté avant, c'est ça. On excite électriquement l'électron, il vient là, et puis en retombant ici, il émet de la lumière. Et l'énergie entre là et là, ça donne l'énergie de la lumière émise, donc la longueur d'onde. Et ça, on est dans un système quantique. Et bien ça, c'est dans un gaz. Dans un solide, au lieu d'avoir des raies spéciales, enfin fines comme ça, on va avoir des bandes. Donc l'électron, il peut prendre toutes ces énergies à l'intérieur. Après, il y a une bande qui est interdite, puis après, il peut encore être dans tous ces états-là. Donc on a des bandes et non plus des niveaux. Et donc j'arrive maintenant à remplir ces bandes avec mes électrons. Donc j'ai dit comment mes électrons vont, quelle énergie ils vont avoir. Eh bien, j'ai à un moment donné une bande séparée de la suivante par ce qu'on appelle une bande interdite, ou gap en anglais. Et les électrons, ils vont remplir, et je mets tous mes électrons, et si j'arrive au milieu d'une bande, eh bien, on va faire un métal. Ça va s'appeler un métal. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Et puis, si c'est pas ce cas-là, si on arrive à finir entièrement une bande, et puis qu'on n'a plus d'électrons à mettre au-dessus, on les a tous casés, eh bien, il y a une bande qui est entièrement pleine, séparée d'une bande entièrement vide, c'est un semi-conducteur ou un isolant. Et ce qui est important, c'est la valeur, le gap entre ce qui est autorisé et puis ce qui est au-dessus, qui est vide. Alors, vous allez me dire, pourquoi ça, c'est un isolant? Parce qu'en fait, il y a plein d'électrons. Un isolant, ce n'est pas un matériau qui n'a pas d'électrons. C'est un matériau qui a autant d'électrons qu'un métal, simplement, ils ne conduisent pas. Alors, pourquoi ils ne conduisent pas? Alors, je remplis mes électrons. J'ai mis des petites billes, là. Vous voyez, c'est donc différentes énergies. Et puis, quand je mets un champ électrique, une tension, ça revient à appliquer une force, ou à mettre un potentiel. Donc, croyez-moi juste sur parole, ça revient à dire que, en fonction de la position, l'énergie, elle varie, et que les électrons qui sont là, ben, ils ont envie de descendre vers l'énergie qui est la plus basse, comme ça. Autrement dit, ils sont attirés par le champ électrique. Ça, c'est l'effet d'un champ électrique sur un électron. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet électron-là, il ne vient pas ici? Pourquoi celui-là, il ne vient pas là? Et pourquoi ils ne vont pas tous vers la gauche? Parce qu'ils doivent y aller. Et bien là, c'est pareil, la mécanique quantique interdit aux particules de se déplacer si l'état qui est à côté est occupé. Et donc, comme la bande est pleine, c'est comme un jeu de taquin, vous n'avez pas de... Il n'y a pas de marge pour faire bouger l'électron. Et donc, il y a plein d'électrons, mais ils ne bougent pas, c'est un isolant. D'accord? Alors, maintenant, si par un moyen ou un autre, j'arrive à enlever quelques électrons dans ma bande, dans mon jeu de taquin, et à les mettre dans cette bande-là, qu'est-ce qui va se passer? J'applique une tension, donc je tourne, maintenant ça peut bouger. Maintenant, celui-là, il peut venir là, celui-là, et puis tout va pouvoir bouger parce qu'il y en a de la place. Voilà, donc là, vous voyez que les électrons ont pu bouger, et donc là, on n'a plus un isolant. Là, on a un semi-conducteur. Donc un semi-conducteur, alors, il n'y en a que deux qui bougent, donc c'est pas beaucoup. Donc ça ne va pas conduire autant qu'un métal, mais il y a de la conduction. Donc un semi-conducteur, si on l'a perturbé un petit peu... Alors, ce que vous voyez, c'est que si je montre là, ben, il n'y en a que deux qui ont bougé, tout le reste, ça n'a pas bougé. Donc, si je suis un petit peu paresseux, je ne vais pas dessiner tous ceux qui n'ont pas bougé. Je vais dire, ah, je vais choisir un autre mode de représentation, je vais juste dessiner les trous.
les trous dans la bande de taquin, je vais juste mettre là, et tout ça c'est plein, et je ne les représente pas. Donc par définition, on dit que c'est tout plein sauf 2 trous, et puis là j'ai 2 électrons. Maintenant, dans quel sens se déplacent ces électrons-là? Bah, toujours comme avant, mais là les trous ils se déplacent dans quel sens? Et ils montent. Eh bien oui, eh oui. Eh bien oui. Ils sont attirés. Oui, mais regarde, là, les trous, ils sont passés de là à là. Ah oui, d'accord. Et bien là, les trous, ils vont dans l'autre sens. Donc, on introduit le concept de particules qui auraient une charge opposée à celle des électrons, et on va appeler ça des trous. Et donc, dans les semi-conducteurs, et ça c'est capital pour bien comprendre, on va décrire 2 particules, des électrons, qui sont des électrons avec une charge négative, et des trous qui ont une charge positive, qui sont des anti-électrons. Et vous allez voir qu'avec ce concept-là, on peut faire beaucoup de choses très simples. Alors, ensuite, ces électrons qui sont là, ben, ils ont envie que d'une chose, c'est de revenir dans leur état fondamental, plus stable, qui est plus bas en énergie qu'ici. Et donc, évidemment, si on attend, c'est ce qui va se passer. Et l'énergie qui est libérée ici, à votre avis, qu'est-ce qu'elle peut faire? De la lumière. C'est le principe des diodes électroluminescentes, c'est qu'à chaque transition, et vous voyez que c'est quantifié, à chaque transition, il y a un photon, un grain de lumière qui est émis. Et ça va être le principe de la diode électroluminescente. On va fignoler, mais l'essence de l'histoire. Alors, pareil, au lieu de dessiner tous mes électrons, je peux dessiner 2 électrons et 2 trous. Une fois que j'aurai fait ma recombinaison, on appelle ça une recombinaison entre l'électron ici et le trou ici, il va rester combien d'électrons et combien de trous? 0 électrons en haut et 0 trous en bas. Voilà, et j'aurais émis combien de photons? 2. Voilà. Donc là, j'ai fait que 1, voilà, le premier, et puis le deuxième. Donc, un électron se recombine avec un trou et génère un photon. Donc maintenant, je prends le dessin que je vous avais montré de ma diode électroluminescente. La partie N, c'est une partie qui contient des électrons. N comme négatif. La partie P, c'est une partie qui contient des trous. P comme positif. Voilà. Donc, je tourne, je l'ai tourné, c'est le même dessin qu'avant, donc la partie N, la partie P. Et puis au milieu, on va avoir une zone qu'on appelle des puits quantiques. Alors si je trace maintenant, ça c'est ma bande, avant je l'avais tracé comme ça, mais là je mets juste le bas, là c'est juste le haut. Donc vous voyez, les trous ils sont toujours dans ma bande, ils sont en haut, les électrons ils sont en bas de la bande de conduction. Oui, j'ai peut-être pas dit ça, on appelle ça la bande de valence, où il y a les trous, et la bande de conduction où il y a les électrons. Et puis au milieu, je vais faire une zone où la bande est un petit peu différente, c'est d'autres matériaux. Le bas est un petit peu plus bas, vous voyez, et puis le haut est un petit peu plus haut. Donc on appelle ça un puits potentiel ou un puits quantique. Et là, on n'est pas loin du dénouement final. On a donc la partie N, la partie P, on met un fil d'un côté et un fil de l'autre, on applique une tension, donc tout ça, ça se tord. Les électrons vont aller par là, les trous comme des bulles de champagne remontent, toc, toc, et là, l'électron, il voit un potentiel plus bas, ben, il a envie que d'une chose, c'est de tomber. Et le trou, lui, il voit un potentiel plus haut, mais comme il comporte toujours à l'inverse d'un électron, lui, il a envie de remonter, comme des bulles de champagne. Et une fois que l'électron est coincé là et que le trou est coincé là, ils ne peuvent plus bouger. Et donc là, ils n'ont plus qu'une chose à faire. Boum. Et les mettre de... Donc voilà le principe de la diode électroluminescente. C'est d'avoir un contact de type N, un contact de type P, de forcer un courant, une tension qui va amener les particules dans une zone centrale où vont se recombiner. Et donc on va les mettre. Voilà. Donc par définition, vous voyez que là, la lumière qui est émise, elle a toujours la même énergie. C'est cette énergie-là. Donc par définition, une diode électroluminescente, c'est monochromatique. Avec une certaine largeur, mais ce n'est pas un spectre large comme un filament incandescence. Donc là, par exemple, 400 nanomètres, c'est une LED bleue. Donc vous voyez que c'est assez fin. Ça n'émet pas du tout dans le vert, pas du tout dans le rouge, pas du tout dans le jaune, et encore moins dans l'infrarouge, etc. Donc c'est une seule couleur, une seule image. Alors, le lien entre... Donc c'est le gap qui détermine le saut de transition. Donc c'est cette énergie-là qui va déterminer la couleur avec cette relation de Planck. Et en gros, c'est 1,24 sur lambda en micron. Donc si ça fait de l'ordre de 2 eV, là ça fait 0,5 microns, c'est donc visible. Donc
au labo, au CREA, on travaille sur des matériaux nitrure de gallium qui ont des gaps dans cette zone-là et qui vont donc émettre de la lumière dans cette gamme proche UV, bleu, vert, et en fait ça va jusqu'au jaune rouge. Donc tout visible. Voilà. Donc on sait avec ce matériau créer des diodes électroluminescentes bleues, on sait créer des verts, et puis on sait créer, c'est un petit peu plus compliqué. Et ensuite, si vous vous rappelez vos ateliers de peinture, hein, quand vous étiez petit, eh bien, avec des couleurs, on peut toujours faire des mélanges, ou quand on joue avec des filtres colorés, ou des choses comme ça. Et quand on est en lumière, quand on ajoute les couleurs, c'est pas pareil pour la peinture, mais quand on ajoute les lumières, eh bien, quand on a une source là, une source là, une source là, en mélangeant, on peut faire toutes les teintes qui sont comprises dans le triangle qui est là. Donc, si on a une bleue, une rouge, une verte, bon, la verte, vous avez mieux qu'elle soit là, eh bien, on sait générer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et en particulier, en mélangeant les trois, on sait générer du blanc. Donc, le blanc, il suffit de mélanger toutes les couleurs, et avec 3, ça suffit. En fait, avec 2, ça suffit. Il suffit d'avoir du bleu et du jaune qui est là où il est de l'autre côté, et entre les deux, on pourra, en mélangeant, on pourra faire toutes les teintes qui sont sur la ligne entre bleu et jaune. Donc, bleu plus jaune, c'est 2 couleurs complémentaires, ça donne du blanc. Et c'est ça qui est utilisé pour faire les diodes électroluminescentes blanches que vous connaissez. C'est le principe qui est montré là. On a une LED bleue, dessus il y a un phosphore qui va absorber un petit peu du bleu et réémettre du jaune. Donc le bleu qui va traverser plus le jaune qui est réémis, ça va faire bleu plus jaune et bien blanc. En fait, c'est le principe des tubes fluo. Donc les LED blanches ont repris le principe des tubes fluo. Une lumière primaire après un mélange de réémission de phosphore. Alors, une autre façon de faire sur laquelle le labo travaille, c'est non pas d'utiliser un phosphore, mais d'utiliser directement l'émission de bleu dans la LED, une autre LED à côté qui émet du rouge, et une autre à côté qui émet du vert, et de mélanger les 3 couleurs primaires. Et vous voyez une réalisation ici du labo où on génère directement du bleu. Pourquoi le nitrate de gallium? Nitrure de gallium. Nitrure de gallium. Alors, le nitrure de gallium, parce que c'est celui qui a le gap, qui a la bonne énergie pour couvrir le visible. Donc avant, enfin, il y a d'autres semi-conducteurs, notamment beaucoup, qui ont des gaps plus petits, donc ils vont faire des transitions avec moins d'énergie, donc des longueurs d'onde plus grandes, donc ça va aller dans l'infrarouge. Typiquement, les arsenures, GAS, pour ceux qui connaissent, ça va servir pour l'infrarouge, par exemple pour les télécoms. Un laser télécom à 1,55 microns, c'est le même principe que ça, sauf que le gap est plus petit, et on émet à 1,55 microns dans l'infrarouge. Voilà. Fabrication. Comment est-ce qu'on fabrique ça? Alors, on part d'un substrat. Voilà, substrat, c'est une plaque, par exemple, de saphir, qui peut faire d'une taille, ça doit être 2 pouces, mais ça peut faire 4 pouces, 6 pouces, donc ça peut être de plus en plus grand. C'est la même approche que l'industrie microélectronique des ordinateurs, où on a un substrat silicium, et dessus, on dépose des couches. Bon, ben là, c'est un substrat qui peut être silicium aussi. Donc c'est un substrat qui n'a pas de propriété, qui est inerte, mais par contre qui est d'une grande qualité cristallographique. On met ça dans un réacteur de croissance, donc voilà quelques photos. Vous voyez des photos, on va le mettre à l'intérieur, on voit ici. Voilà, c'est des grosses machines comme ça, et on introduit l'échantillon dedans. Des grosses machines, on en a beaucoup au labo, donc c'est voilà, le cœur de métier du CREA, c'est ça. C'est les 5 minutes où je présente l'activité. Voilà, c'est de faire la croissance de ces... Donc on prend le substrat, on met. Alors des machines, pour ceux qui ont suivi un petit peu. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me donner une définition de l'épitaxie? L'épitaxie, c'est l'art de... Enfin l'art. C'est le fait de faire croître quelque chose par-dessus autre chose. Épi, ça veut dire par-dessus, et taxi, taxos, c'est croissance. Donc c'est la croissance par-dessus. Donc ça veut dire qu'on prend un substrat et qu'on vient déposer une couche par-dessus. En fait, il y a un petit dessin qui va le montrer. Alors, on parle de réacteurs d'épitaxie, donc ceux qui connaissent l'histoire des 2 dernières années du CREA savent qu'on fait des investissements lourds. Par exemple, récemment, on a acheté un réacteur d'épitaxie. Voilà, et donc comment ça se passe? Bien, il y a une pièce vide, et quelques mois après, il y a une pièce avec une grosse machine comme ça, et l'ensemble, ça coûte 1,5 million d'euros. Donc la délégation est au courant, puisque c'est la délégation qui achète. Donc il y a des gens qui ont suivi un peu. Bon, il y a Elisabeth Lenoir, mais il y en a qui sont au courant de cet achat. Oui. Ben voilà. C'est ça qu'on a acheté et ça sert à ce que je suis en train de vous montrer.
Et quel intérêt de cette machine par rapport aux autres qui existaient déjà? Elle est plus grande, elle fait des plus grands substrats, et puis elle peut monter plus haut en température. Donc pour certaines couches, il faut plus monter plus haut en température. Et puis on en a beaucoup, mais elles sont toutes saturées. Alors voilà l'épitaxie, comment ça se passe? Un substrat, donc ça on est dans le réacteur, on l'a mis dans le réacteur. Et bien, on va déposer une première couche, le GAN, par-dessus des puits quantiques. La puits quantique, c'est donc une alternance de GAN et de diN-GAN. Et puis dessus, le matériau de type P. Donc voilà, moi là, ça m'a pris 15 secondes. En pratique, il faut 1 heure pour faire ça, 1 heure pour faire ça, et puis un quart d'heure pour faire ça. Donc c'est typiquement 2 heures pour faire. Donc ça croît très doucement. Hein, 2 microns, voilà, c'est 2 microns en 2 heures. Typiquement, c'est 1 micron par heure. Le puits, c'est l'équivalent du gap? Le puits, c'est ce que je vous ai montré, c'est la partie où le gap est plus petit. D'accord, ok. Où les électrons vont être obligés de tomber. Peut-être. Voilà. Alors, on ne fait pas que la croissance, on fait aussi de l'observation. Donc, on a des microscopes électroniques. On a un microscope électronique en transmission. On parlait tout à l'heure de la pièce qui prend l'eau en ce moment. Ben, ça, c'est le microscope 200 000 volts qui permet d'observer ce qu'on fait au niveau atomique. Donc là, vous voyez une image. Et en fait, si vous voyez bien, on voit des lignes là. Ben, chaque ligne, c'est une rangée d'atomes. Ce sont des atomes. Alors, on ne voit pas un atome, mais on voit des rangées d'atomes. Et donc, vous voyez, si on compte les rangées d'atomes, ça, c'est un puits quantique. Vous voyez que là, je ne sais pas, on a une dizaine de couches. Là, on en a 5-6. Donc ça, c'est quelque chose qui fait quelques nanomètres. Un nanomètre, c'est 1/100000 de mètre. Donc, vous empilez des couches. Voilà. Et après, vous mettez un courant électrique pour voir... Ah bah non, c'est après, c'est à l'espace. Donc voilà un puits quantique, vous voyez, alors on peut en faire plusieurs. Ça, c'est le matériau GAN. Là, lors de l'épitaxie, on va changer la composition des gaz qu'on envoie. Et puis, on va faire donc un matériau différent avec un gap plus petit. C'est le puits. Puis après, on va refaire une barrière. La barrière, c'est le matériau normal. Puis après, on refait un puits, etc. Voilà. On peut regarder aussi les surfaces. Voilà d'autres activités qu'on fait. C'est un microscope tunnel. Peu importe comment ça marche. Le résultat, c'est qu'on peut voir sur la surface ici, ça c'est des marches atomiques, c'est-à-dire que là il y a une certaine épaisseur de matériau, là il y a la même épaisseur, plus une marche atomique. Une marche atomique c'est 0,3 nanomètres. Donc c'est vraiment... il y a un atome de différence entre là et là, on le voit. Et puis là pareil, là ce que vous voyez c'est des atomes. Donc là on voyait des atomes, et on voit que la surface présente, elle se reconstruit, elle présente un certain nombre de figures caractéristiques. Ici dans ce losange. Donc là, on voit vraiment les atomes. Donc les atomes, on les dépose un par un, ils se déposent sur eux, et on les voit aussi un par un. Donc voilà, si vous devez retenir quelque chose, au crayon, nous manipulons et nous regardons les atomes. Voilà, on peut regarder à une échelle un peu plus grande, ça c'est un microscope à balayage. Et donc on va regarder une couche. Alors vous voyez, l'intérêt, on prend un peu de recul, on voit des choses différentes. Là, on est sur un substrat silicium. Vous voyez, on a fait une couche de GAN, une couche d'ALN, c'est un autre matériau, encore du GAN. Puis là, plein d'alternances. Alors, quand on est obligé de casser l'échantillon pour regarder sur la tranche, c'est pour ça qu'il y a des petites mesures, mais sinon, c'est parfait. Vous voyez, on fait des matériaux totalement synthétiques et on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, on peut faire plus épais, plus fin. Donc, on crée, c'est un Lego. Hein, on crée des matériaux totalement artificiels et on peut jouer avec ça pour les propriétés, pour obtenir les propriétés. On peut faire aussi des structures assez jolies. Vous voyez, c'est des disques qui tiennent sur un pied de silicium. Donc les dimensions, c'est 1 micron. Hein. 1 micron, c'est 1/100000 de mètre. Vous voyez, on peut faire des choses qui sont assez jolies. Et quel intérêt, par exemple, de faire ça par rapport à... Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer. C'est qu'on va utiliser ça pour que la lumière soit piégée à la périphérie et tourne comme ça. On appelle ça des modes de galerie. Donc la lumière va être piégée comme ça, et comme elle reste dans le microdisque, elle va interagir avec le matériau. Donc ça donne des propriétés intéressantes. Alors, une fois qu'on a fait l'épitaxie, on va utiliser la salle blanche pour faire du process. La fameuse, là où... La fameuse salle blanche, oui. Ah, elle est pas chez vous, celle-là. Ah, c'est pas grave. j'ai observateur, j'attendais de voir. Celle-là, elle n'est pas chez vous. Je voulais savoir si j'allais quand même pouvoir vous truander un petit peu. Non, ça, c'est une blanche qui est une salle qui a ST microélectronique accro, qui est pour l'industrie du silicium. Donc,
Elle se situe où? À Grenoble, enfin, région de Grenoble. Grenoble. Ça, c'est ST. Mais la nôtre, elle est pareille, mais en plus petit. La nôtre, elle s'arrêterait là. Ah bah oui, c'est juste ici. Alors, mais le principe est le même, hein, on va retrouver les mêmes outils, simplement, ils sont plus chers, plus gros, plus beaux, plus nombreux. Le principe est le même, quand on a une structure, on va venir graver, alors on fait de la lithographie, de la graphie, on va venir enlever un petit bout ici, déposer un métal sur le dessus, et c'est fini. Il n'y a plus qu'à mettre un fil ici, puis on va pouvoir faire passer le courant qui va venir là, hop, injecter les électrons là, le courant qui est là va venir injecter les trous ici, ça y est, le tour est joué. Le tour est joué, voilà, ça donne ça. Ça donne des LED sur un substrat, et vous voyez, là il y a une pointe qui est là, puis là l'autre pointe, on ne la voit pas. Et on a quelque chose qui émet de la lumière, là, des verres. Alors, dans cette transition-là, sur laquelle je vais revenir un tout petit peu, il y a deux éléments critiques. Le premier, c'est que, je vous ai dit, quand il y a une recombinaison entre l'électron et le trou, on émet de la lumière. Ça, c'est le monde idéal. En fait, pas toujours. Parfois, la recombinaison se fait, bien sûr, mais elle peut émettre autre chose que de la lumière, elle peut émettre de la chaleur. Ça, c'est le cas qui ne marche pas bien. Donc là, la source ne produit pas de lumière. Et donc, dans quel cas ça se passe comme ça et dans quel cas ça se passe comme ça? Et bien là, notamment, c'est quand il y a des défauts dans le matériau. Et si on regarde une vue en microscopie électronique, en transmission, vous voyez que ce matériau, il y a plein de défauts. Et bien s'il y a des défauts proches de ces électrons et de ces trous qui veulent se recombiner, eh bien l'électron va trouver un autre moyen de se recombiner sans émettre de lumière. Et donc là, la LED, elle ne marche pas. Elle chauffe, mais elle n'aime pas de lumière. Donc évidemment, pour éviter ça, il faut améliorer la qualité du matériau. Et là, c'est vraiment le métier du créateur. Mais vous allez voir qu'il y en a d'autres qui l'ont fait et que ça leur a rapporté pas mal. L'autre point, c'est des trous. Donc là, c'est un peu plus technique. C'est facile d'avoir des électrons dans un matériau, GAN. Dans ces matériaux-là, c'est plus compliqué d'avoir beaucoup de trous. Et il faut à peu près autant de trous d'électrons. Donc là, il faut travailler sur ce qu'on appelle le dopage. Eh oui, ouais. Donc on fait du dopage, hein. On se dope. Au créa, on va tenir aussi qu'on se dope. On comprend mieux. Voilà. Donc, il y a deux points critiques sur ces matériaux GAN, c'est la qualité cristallographique et le dopage. Il y a 3 Japonais qui ont travaillé là-dessus il y a 20 ans, et ça leur a rapporté cette année le prix Nobel. Donc le prix Nobel, c'est ça. Le prix Nobel, c'est les 2 points que je vous ai montrés avant, qui leur a permis d'améliorer l'efficacité des LED, et ensuite d'utiliser ces LED pour l'éclairage blanc, et c'est la révolution dont je vous ai parlé. Donc les 2 points que je vous ai identifiés, c'était les verrous. Ils ont été levés par ces 3 personnes-là, et c'est à juste titre qu'ils ont eu le prix Nobel. Voilà, donc ça c'est tout pour la partie science. Si vous avez quelques questions, on peut éventuellement passer aux questions. Puis après, il y a un deuxième volet qui est beaucoup plus économie, écologie et société. En fabrication, les LED, c'est principalement donc chez ST, ou je ne sais pas. Ou Non, ST, pas de LED, non, les grands fabricants, c'est Nishia, qui était la... Voilà, Nishia, et c'est ce monsieur Nakamura qui, à mon avis, est le plus important des 3, au Japon, qui travaillait dans la société Nishia, et Nishia est devenu un gros producteur. Mais il n'y a pas que, il y a Osram, en Allemagne, il y a Cree, aux États-Unis, et puis il y a un certain nombre aussi maintenant de Chinois, de Taïwanais, il y a Lumiled aussi, américain. Voilà. Donc on va dire, il y a Toyota Gosei aussi au Japon. Donc il y a 5 ou 6 acteurs majeurs qui se partagent les 3 quarts pratiquement de la production, peut-être les 2 tiers. Et puis tous les jours, il y a un nouveau venu en Chine, par exemple. Et les Chinois grignotent et quand ils marchent. Donc il y a plein d'acteurs, retenez qu'il y a 5-6 gros. Jusqu'à maintenant, dans ces gros, il y avait essentiellement des Japonais, des Américains et un Allemand. Et je pense que dans 10 ans, il y aura essentiellement des Chinois. Alors, économie, écologie. Alors, je reprends ma petite figure là, qui montre l'efficacité de ces sources-là par rapport aux autres. Donc aujourd'hui, l'efficacité installée des sources, donc si je moyenne toutes les sources qui sont installées dans le monde,
C'est un mélange de lampes très peu performantes à incandescence et puis un mélange de tubes fluorescents qui sont beaucoup plus performants. Donc, je peux faire une estimation que l'efficacité moyenne est de l'ordre de 50 lumens par watt. Et je dis, si instantanément je pouvais remplacer ça par des LED qui sont là, qu'on aura demain, dans un an, dans 2 ans, qui ont 200 lumens par watt, je peux réduire d'un facteur 4 la consommation. Donc vous allez voir que ça conduit à des chiffres, des impacts énormes. Alors je vais prendre l'exemple des États-Unis. Consommation énergétique en 2014, 100 quads. Alors un quad, c'est une énergie assez absconde. Et en fait, voilà, on peut la transformer en kilowattheure. Vous voyez, c'est 10 puissance 13, ça veut dire qu'il y a 13 zéros. Kilowattheure. Voilà, c'est à l'échelle d'un continent. Mais on va raisonner en quad parce que c'est bien plus simple, ça fait juste ça. Peu importe. Dans cette consommation, il y a, c'est essentiellement du pétrole, il y a 40%, donc il y a 40 quads de pétrole qui sont utilisés pour produire de l'électricité. Aux États-Unis, on brûle du pétrole pour faire de l'énergie électrique. Donc clairement, aux États-Unis, si on fait une voiture électrique, c'est vraiment pas intéressant. Parce qu'on brûle du pétrole pour faire de l'électricité, qu'on va ensuite charger dans des batteries. Donc aux États-Unis, niet. Donc aux États-Unis, 14 quads d'électricité. Là-dedans, il y a 20% qui sert à l'éclairage. Donc 20% de ça, on arrive à 3 quads par an pour l'éclairage. Si je fais un petit calcul très simple, je me dis, bon voilà, on arrive à remplacer les 2 tiers par des LED, et on va passer d'une efficacité moyenne de 50 lumens à 200 lumens par watt. Faites le petit calcul, on va gagner, de 3, on va passer à 1,5 quad par an. Donc le gain, c'est 1,5 quad. Alors, ça ne vous parle pas beaucoup, mais vous allez voir, quand on va le traduire en pétrole, ça fait beaucoup. Alors ça, c'est ma petite estimation toute simple. Vous retenez 1,5 quad, on fait ça sur un papier, c'est vite fait. Maintenant, ça c'est une étude qui a été faite par le département de l'énergie américain et qui montre comment l'éclairage va évoluer dans le futur. Et donc, ce qu'ils prédisent, ça c'est certain, l'incandescence va disparaître, l'halogène va se maintenir, le fluo va augmenter un peu, comme les lampes type sodium, mais c'est les LED surtout qui vont décoller. Donc, à terme, en termes de puissance lumineuse générée, ce sera ce mode-là d'éclairage qui va donner. On en aura tous. Je pense qu'il y a une raison. Et donc, basé sur ces chiffres-là, donc on prend l'efficacité de ça, on imagine que même tout ça, ça va encore s'améliorer. Et voilà la figure qui est faite. Donc le rapport, je me le suis procuré, il fait 50 pages. Ils expliquent toutes les hypothèses. Ça, c'est l'hypothèse où il y a 0 LED, on n'introduit pas de LED, donc la consommation pour l'électricité augmente. Et puis là, on introduit les LED avec, alors ils tiennent compte de est-ce que les ménages vont en acheter un petit peu, beaucoup, est-ce que les industriels vont remplacer tout, etc. Comment on va éclairer les routes, combien ça va coûter, etc., etc. Et avec un certain nombre d'hypothèses, voilà, ils prédisent que eh bien, en 2030 ou en 2020, on va économiser ça, et ça fait 1 quad, et ça fait 2 quads. Donc je vous avais dit 1,5 quad par an. Donc l'économie, c'est 1,5 quad par an à l'échelle des États-Unis. Et vous vous rappelez que pour faire 1 quad d'électricité, il fallait brûler 3 quads de pétrole. Donc si on traduit ça en quad de pétrole, on en gagne entre 1 et 3 d'électricité, c'est-à-dire entre 3 et 9 de pétrole. Si on traduit en tonnes de pétrole, c'est entre 75 et 225 millions de tonnes de pétrole. Juste en remplaçant l'éclairage. Donc ça, c'est à terme, et je pense que... 2030, c'est demain. Hein. Ouais, donc, oui, à après, terme, J'ai entendu il y a la semaine dernière ou la semaine d'avant que effectivement l'incandescent a été remplacé par l'halogène. Donc ils ont fait énormément de pubs sur l'halogène et là ils commencent déjà à faire pour la LED. Donc, et que en fait, la population commence à respecter parce qu'on a changé toutes nos ampoules, on va devoir les rechanger. Alors, il y a des incitations très fortes. Hein. Les ampoules incandescentes, sur certaines gammes de puissance, ont été carrément retirées du marché. Ils ont été interdits. On va même plus en trouver. Si vous en avez, gardez-les, c'est très vintage. Mais, voilà. Donc, pour se chauffer. Voilà. Mais, très bonne remarque. Et on va y revenir. Alors, voilà. Donc, alors, ce qui est intéressant, vous voyez,
ce qui est marrant, c'est que si on regarde, il y a différents segments. Il y a le segment extérieur, éclairage public. Vous voyez que celui-là, il ne va pas énormément réduire la partie verte, elle va un petit peu améliorer. Parce qu'en fait, là, on est au sodium et ce n'est pas là où on va gagner beaucoup. Où on gagne beaucoup, vous voyez, c'est la partie grise commerciale et puis la partie résidentielle bleue. C'est là où ça va vraiment diminuer, notamment celle-là qui est une grosse partie, c'est tout l'éclairage commercial, c'est les centres commerciaux, les magasins, où là, il y a encore de l'incandescence. Et tout ça, ça va passer en LED, et là, c'est des énormes, c'est éclairé au moins la moitié du temps. Donc là, il y a des énormes gains. Alors, on va venir à notre hexagone. Donc là, c'est des chiffres plus modestes. La France, c'est 6 quads. Donc 25% d'électricité, et chez nous, on ne brûle pas du pétrole, on fait marcher des centrales nucléaires. Et donc 25% de ça, ça fait qu'on a 1,5 quad. L'éclairage en France, c'est que 12% d'électricité. Donc ça, c'est des facteurs un peu sociologiques. Suivant les pays, ce n'est pas le même pourcentage qui est consacré à l'éclairage. Donc ça fait 0,18 quad par an. Avec la même hypothèse de remplacement, 2 tiers, eh bien, on peut gagner 0,09 quad. Et comme en France, on n'est pas au pétrole mais à l'uranium, je l'ai traduit en uranium, bah, c'est pas beaucoup, c'est juste 1 tonne d'uranium. Mais par rapport à tout petit nombre de tonnes d'uranium. Donc voilà, donc l'enjeu en France, c'est de gagner 1 tonne d'uranium. C'est énorme, hein, une tonne d'uranium, c'est énorme. Qu'est-ce que c'est pas du charbon. Ouais. Tu parles de données culturelles entre l'éclairage aux États-Unis et là, en l'occurrence, en France. Pourquoi 12%, de l'autre côté, c'était 20%, je crois. C'est quoi qui fait que... Bah, tu vas aux États-Unis, tu comprends tout de suite. Ouais, toutes les maisons sont allumées à l'extérieur. On laisse allumer tout le temps. Ouais. Et puis à l'extérieur, il faut qu'on se voit, il faut qu'on te voit. Et puis si tu vas au moment de Noël, c'est carrément c'est un sapin de Noël géant, quoi, les États-Unis. Mais ils ne payent pas cher d'électricité alors, parce que... Oui, voilà, parce qu'ils brûlent du pétrole et que le pétrole est peu taxé aux États-Unis. Puis alors maintenant qu'ils ont du gaz de schiste, ils vont utiliser leur gaz de schiste. Donc voilà, c'est culturel plus économique. Et puis les États-Unis ont toujours été sur un mode de consommation où l'énergie ne devait rien coûter et où on devait pouvoir la gaspiller. Bon, ça change. Mais voilà. Alors, ce qui n'a pas été pris en compte dans ces estimations, et je reviens à ta remarque, c'est que si on prend par exemple les États-Unis, le nord des États-Unis, si on prend le nord de la France par exemple, eh bien, c'est quand même des pays à climat tempéré, pour ne pas dire frais, si on est dans les pays scandinaves, où finalement, la plupart de l'année, on a du chauffage. Donc, imaginez que vous habitez à Lille et que vous ayez un chauffage électrique. L'énergie que vous gagnez sur l'éclairage, ben, donc la lampe va moins chauffer, mais vous allez remettre la même énergie dans le chauffage électrique pour chauffer la maison. Donc, si vous habitez à Lille une année où il y a le chauffage allumé toute l'année, vous gagnez 0 si vous avez un chauffage électrique. Et ça a été complètement occulté dans l'analyse. Par contre, si vous êtes en éclairage extérieur, ben là, c'est tout du bénéfice. Et si vous habitez un pays chaud, genre la Californie, et que vous avez une climatisation en route, ben là, au contraire, le gain, il est énorme. Parce que votre chauffage avec vos lampes peu efficaces, elles font monter la température et vous êtes obligé de climatiser en plus. Donc, vous payez 2 fois le... Donc en fait, les LED, c'est surtout pour les pays chauds l'éclairage intérieur et l'éclairage extérieur. Mais l'éclairage intérieur des pays très froids, bon, c'est pas là où c'est le plus... Et malheureusement, les pays développés qui vont se mettre au LED sont plutôt des pays froids. C'est pas l'Afrique. Hein. C'est surtout là-bas où ce serait le plus efficace. Le coût de production d'ailleurs de ces LED par rapport justement... Alors ça chute, mais ça reste encore plus cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Quand tu vas acheter une ampoule à LED pour la même puissance, pour avoir 1000 lumens, 1000 lumens c'est l'équivalent d'une ancienne 60 watts incandescence. Donc 1000 lumens, les anciennes elles valaient 50 centimes d'euros. Hein. Bon, l'équivalent en LED maintenant, ça dépend des qualités, je vais en parler là, c'est entre 5 et 10 euros. La durée de vie alors la durée de vie du matériau c'est infini, ce qui va flancher c'est l'électronique qui est autour. Mais si c'est des bons produits, c'est 10 ans. C'est énorme. Donc si on fait le calcul, on retombe sur ses pieds. Mais c'est vrai qu'il y a un frein à l'achat. Alors,
on va entrer un tout petit peu dans un moins blanc que blanc et plus blanc que blanc. Ça doit vous rappeler quelqu'un. Alors, ça veut dire quoi? En fait, vous voyez, si on mélange du bleu et du jaune, on va obtenir du blanc qui est là. Mais l'œil voit du blanc, mais malgré tout, c'est un blanc qui ne contient pas cette composante rouge. Donc l'œil voit du blanc, mais si ce blanc on l'utilise pour éclairer une surface rouge, le rouge sera très mal rendu. Et donc ça c'est ce qu'on appelle l'IRC, l'indice de rendu de couleur. C'est-à-dire qu'il y a blanc et blanc. Un blanc qui serait un mélange de toutes ces couleurs est un blanc très riche. Et quand on va, par exemple, l'utiliser pour éclairer un tableau, on aura un très beau rendu. Un blanc qui est composé juste de 2 couleurs, on a l'impression que c'est blanc, mais si on éclaire un tableau, il y a toute cette catégorie qui est loin de la ligne là, qui ne va pas être retranscrite. Donc le tableau va être très 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 bon. C'est ça qui explique que quand vous êtes sous des lampes fluo, les lampes fluo qui sont essentiellement du bleu et du jaune, eh ben, vous avez souvent l'air blafard. Dans les salles de bain, on ne les conseille pas trop parce que le matin, vous regardez, waouh! Et bien ça, c'est parce qu'il n'y a pas de rouge dedans. Alors, c'est pareil, il y a lampe fluo et lampe fluo, il y en a où ils ont rajouté des phosphores rouges, donc ils vont améliorer le blanc. Mais le truc un peu cheap, il va rester là. Et donc, dessous, vous aurez vraiment ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment capital, il y a différents types de blancs. Alors, cet indice de rendu de couleur, si vous prenez ce qu'on appelle les néons, donc les tubes fluo commerciaux qu'on utilise pour l'éclairage des hangars, des trucs vraiment bas de gamme, c'est un indice qui est inférieur à 75. La référence c'est 100, c'est la lampe à incandescence, parce que la lampe à incandescence, elle a un spectre très riche, elle donne un bon blanc. En dessous de 75, c'est vraiment, là, si vous mettez ça dans votre salle de bain, vous levez, vous retournez vous coucher. On va à l'hôpital. Voilà, vous allez à l'hôpital. Ce qui est acceptable, c'est entre 75 et 90. Alors, là, il y a des côtés sociologiques importants. Au Japon, ils ont beaucoup d'éclairage de type fluo depuis longtemps. À 75, ça ne les gêne pas. Donc, ils sont jaunes déjà. Bah oui. Non, mais c'est pas... Voilà, donc, dans les pays européens, on aime bien être au-dessus de 90. Voilà, alors, donc on peut faire... Alors, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur les LED, je vous ai expliqué qu'on va mélanger du bleu avec du jaune, mais on peut aussi rajouter des phosphores rouges. Donc, si on a la lampe classique à LED, avec bleu plus jaune, vous voyez, on a bleu plus jaune. Donc ça, c'est le spectre classique qui est montré ici en gris. Donc vous voyez que côté rouge, ici, il n'y a rien. On voit ici, il n'y a rien ici. Il n'y a pas beaucoup d'UV. Et donc, il y a des sociétés, donc ça, c'est un exemple, aux États-Unis, en Californie, Sora, qui dit, moi, je vais faire des lampes avec des phosphores rouges. Donc, il y aura toujours bleu plus jaune, mais en plus, ça va remettre un peu dans l'autre. Puis, je veux aussi aller faire un peu plus d'UV. Et donc, ça va être, le prix à payer, c'est que ça va être un tout petit peu moins bon énergétiquement, mais la couleur, le blanc, est de meilleure qualité. Alors, un exemple, voilà, ça c'est une chemise éclairée avec une LED, une lampe à LED habituelle, et ça c'est une LED de cette société-là, et vous voyez qu'il y a plus d'UV, et donc le blanc est beaucoup plus éclatant. Tu as entièrement raison, dans les lessives, il y a ce qu'on appelle des ODA, c'est-à-dire qu'ils rajoutent des éléments qui vont réagir à l'UV et qui vont donner une lumière plus blanche. Donc en fait, dans les lessives, ils ont tenu compte de ça. Il y a ces petites particules qui vont donner des exalteurs sous UV, des exalteurs de blanc, qui vont donner un blanc beaucoup plus précis. Donc il y a ça. Et oui, plus blanc que blanc, ça existe. Et donc ce type d'éclairage va mettre en valeur ça. Donc voilà, ce type de LED est vendu dans les magasins luxe de Californie. Donc vous voyez, il y a tout un aspect sociologique. Et c'est quoi le prix d'une LED? Celle-là, elle va être un peu plus chère. Bon, pour d'autres raisons aussi, mais ça sera peut-être 2 fois le prix. Ah, 2 fois. On a des indications. Oui, mais si tu veux, dans des magasins de luxe. Oui, non, je sais. On a des indications comme ça quand on achète les LED. Oui, vous allez avoir. Alors, sur les produits c'est compliqué. alimentaires. Aujourd'hui, ça dépend des magasins, mais moi, c'est vrai que quand je vais à Casto, je connais quand même un peu le business, mais je vois que c'est compliqué, parce que. Alors, des fois, vous avez la température de corps noir. Alors, je vais y revenir un peu après. L'IRC, je pense qu'il est rarement indiqué, ou alors il faut demander les fiches techniques, mais elles ne sont pas toujours. C'est compliqué. C'est une jungle.
Mais quand on allume la lumière, ça s'allume tout de suite ou c'est comme les... Non, c'est instantané. C'est instantané. Oui, parce qu'il y a les autres qu'on allume et il faut attendre. Les autres, c'est les tubes fluo. C'est les tubes fluo, c'est ce qu'on appelle les fluos compacts. Et en fait, c'est le temps d'amorçage de la décharge dans le gaz qui est des électrodes, c'est un peu long à chauffer. Donc ça met une minute des fois. Enfin, c'est pareil, vous avez de bons produits qui s'allument en 10 secondes, puis des mauvais qui s'allument en une minute. La LED, c'est instantané. C'est instantané parce que c'est le semi-conducteur et dès qu'on envoie l'électron, le courant passe. Et c'est résistant au fait d'éteindre et d'allumer toutes les 5 minutes? Oui, c'est parfaitement résistant. Alors, d'autres facteurs sociologiques, ça c'est la courbe de démographie, la pyramide des âges plutôt en Europe, c'est telle qu'elle est aujourd'hui, et puis ça c'est telle qu'elle sera en 2060. Et ce que vous voyez, c'est que, évidemment, elle se déforme vers les âges plus élevés. Donc ça, c'est un secret pour personne. La population des pays développés, notamment l'Europe, la population vieillit. Et quand on vieillit, on demande plus de lumière, et des meilleurs blancs. Et donc, là, il y a une demande dans les pays européens pour mettre plus de lumière et du meilleur blanc, mais du meilleur blanc qui a une efficacité énergétique un petit peu moins bonne. Parce que c'est plus compliqué de faire du bon blanc. Et donc, ça c'est confirmé aux États-Unis. Voilà une étude qui dit comment l'éclairage va évoluer dans les années à venir. Et bien, vous voyez, le mauvais éclairage avec des IRC très faibles, bon, lui, je ne sais pas à quoi il est destiné celui-là, c'est doit être l'éclairage public, ça. Ensuite, l'éclairage de 40 à 75 en IRC, et bien ça c'est ce qu'on a avec des mauvais tubes fluo. Là, vous voyez, les gens n'en voudront plus. Les gens, ils veulent ça. Ils veulent au minimum du 75 d'IRC. Le problème, c'est que cet IRC-là, pour le faire, eh bien, c'est avec des LED qui sont un petit peu moins performantes au niveau énergétique. Et donc, un concept important, c'est que la mise à disposition d'une technologie qui permet un meilleur confort modifie les usages. Comme la LED, elle éclaire bien et elle ne consomme pas beaucoup, je vais en mettre un peu plus parce que j'ai besoin de mon petit confort. C'est l'effet rebond. Et donc, vous allez voir que, et ça c'est vrai pour tout, la technologie modifie les usages et toujours, presque toujours, au détriment de l'énergie. Je vous ai donné quelques exemples là. Voilà, les facteurs sociologiques. Voilà un pont. Je pense qu'à une époque, le pont n'était pas éclairé. Puis on a dû mettre des lampes banales. Et puis maintenant qu'on a un LED, on dit bon, on va l'éclairer. Alors on éclaire le pont, vous voyez. On fait des rangées, donc il y a plein d'exemples. Et puis vous avez tous vu ça. Voilà, des ponts, on les éclaire, ça devient des sapins. Et donc, on profite du fait qu'on a des LED qui ne consomment pas beaucoup pour en mettre là où avant il n'y avait rien. On ne fera jamais d'économie. Et on ne fera jamais d'économie. Donc c'est ça l'effet rebond. Et cet effet rebond, je vous ai donné d'autres illustrations. On paiera toujours des impôts. Des impôts, oui, ou votre facture. Hein. Oui, c'est ça. Alors d'autres effets rebonds dont vous n'avez peut-être pas conscience. Par exemple, un très bon exemple, c'est les écrans télé ou ordinateurs. Là, vous avez un exemple frappant. Donc là, je ne peux pas trop mieux. La consommation par centimètre carré de tous ces écrans, depuis 20 ans, elle a chuté. Parce que les technos sont améliorés, il faut consommer moins. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. On en a profité pour augmenter la taille, puisque avant, il y a 20 ans, si on avait voulu faire ça, il aurait fallu un câble électrique gros comme ça pour l'alimenter. Mais maintenant, c'est facile. Donc on a augmenté les tailles de tous les écrans, de toutes les télés. Mais quand on regarde la consommation totale de l'appareil, ça m'a fait comme vous êtes en plein dans l'effet rebond. Et donc, ce que je dis là, et ça c'est vraiment, je tiens à sensibiliser les gens qui ne sont pas dans la science ou dans la technologie, c'est que la technologie ne peut pas résoudre tous les problèmes. Les usages ont autant d'impact, voire plus d'impact que la technologie. Un très bel exemple de quelque chose qui a un impact très fort en termes d'économie d'énergie et qui ne repose pas sur la technologie, c'est le covoiturage. Il n'y a pas besoin de faire high-tech pour économiser de l'énergie. Et en revanche, on peut faire de la high-tech et ne pas en économiser. C'est l'exemple qui est là. L'idéal, ce serait de garder des usages intelligents, modérés, et puis d'augmenter la technologie. Et c'est la conjonction des deux qui permettra de résoudre ces problèmes d'économie. S'il n'y a que la technologie, ça marche. Voilà, alors, quand même pour rester sur des touches
réjouissante et artistique. Donc quelques belles réalisations. Les Italiens, en plus d'être des grands bâtisseurs, sont aussi de grands éclairagistes. Et ils ont entrepris la rénovation de l'éclairage urbain de pas mal de villes, dont Venise, mais il y en a d'autres. Je connais au moins une dizaine d'autres exemples. Et donc si vous allez à Venise, je ne sais pas si c'est fini, mais normalement, tout l'éclairage de Venise est en LED. Alors avec des contraintes architecturales, où là, effectivement, il ne s'agissait pas de mettre des lumières criardes du type lampe fluo, il fallait du tamisé, du blanc, ce qu'on appelle du blanc chaud, avec des couleurs rouges pour faire trop scientifique. Donc c'est du blanc spécial, mais voilà, Venise est tout en LED. Autre exemple, dont vous avez peut-être entendu parler, la chapelle Sixtine à Rome. Avant, il y avait des gros projecteurs qui étaient à l'extérieur des fenêtres, qui éclairaient, alors ça chauffait énormément. Donc ils ont viré tout ça et ils ont remplacé ça par 7000 LED de chez Osram et ils ont une consommation énergétique qui est réduite de 60%. L'échauffement réduit de 50%. Et alors, vous voyez le résultat ici, vous l'avez peut-être vu, ils l'ont montré à la télévision. Donc il paraît que c'est magnifique et les couleurs ressortent bien. Donc là aussi, il n'était pas question de mettre des LED avec un IRC minable. Là, il fallait de l'IRC maximum pour que la chapelle Sixtine ressorte bien. Alors, là, vous voyez un éclairage avec une température de corps noir de 3250. L'intérêt des LED, c'est qu'on peut avoir différents types de LED et les éclairer en fonction de ce qu'on veut. Et on peut faire, par exemple, une température plus chaude. Donc, on voit un petit peu les différences. Vous voyez, c'est plus blanc. Avant, c'était un petit peu jaunâtre, c'était plus chaud. Ah. Vous voyez, c'est un peu plus chaud. Là, c'est un blanc. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ce qu'ils font. Si vous visitez à midi, ils vont mettre cet éclairage-là. C'est l'éclairage de midi, chaud. Si vous allez le soir, ils vont vous mettre un éclairage plus crépusculaire. Donc, à l'intérieur, vous allez reproduire aussi un certain nombre de cycles. Parce qu'on peut varier du coup l'intensité lumineuse. Sur une LED, tu ne peux pas changer son émission, mais si tu en as deux, tu en as une qui fait un blanc chaud, l'autre un blanc plus froid, il suffit d'allumer l'une ou l'autre. Et tu peux doser. Non, je pensais qu'il y avait des variateurs pour l'ensemble. Il y a des variateurs pour l'ensemble. Mais si tu veux, pour changer la température équivalente de corps noir, tu es obligé d'utiliser des LED différents. Voilà, donc, alors ça, il y a beaucoup d'études aussi. Ils reproduisent dans les avions, ils font des études pour reproduire dans les avions des éclairages qui vont vous recaler, essayer de supprimer un peu, enfin, d'atténuer le jet lag. Et donc ça, c'est... Alors, quand ils ont fini de servir le repas, ils vont vous mettre une lumière qui est plus chaude. Et puis pour vous réveiller, ils mettent une lumière qui est très chaude, enfin, avec une température très élevée. Voilà. La conclusion, c'est que les LED pour l'éclairage constituent une vraie révolution. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'une évolution. C'est une révolution technologique, donc je vous ai montré un petit peu comment ça marchait. Révolution énergétique, avec on peut attendre beaucoup. Révolution architecturale, parce qu'effectivement, au lieu d'avoir une grosse source comme ça, les LED étant des petits points, on peut imaginer de les répartir partout. En plus, c'est minuscule. Donc, on pourrait imaginer de ne plus avoir qu'elle soit invisible. La LED, elle fait 1 mm, donc on pourrait mettre une LED d'1 mm sur tous les carreaux, vous ne les voyez pas du tout, ça fera un éclairage parfaitement. Donc c'est évidemment, je vous ai montré l'exemple de Venise, la chapelle Sixtine, donc architecturalement c'est une révolution. Révolution économique aussi, il y a des nouveaux modèles économiques. Maintenant, par exemple dans les villes italiennes dont je vous ai parlé, souvent l'opérateur qui installe les LED offre le service de l'éclairage, c'est-à-dire qu'ils ne vendent pas les LED ou les lampadaires, ils vont l'éclairage. Il dit voilà, la ville me donne tant par an, et moi je vous fournis clé en main l'électricité, le produit, le remplacement, l'entretien. Donc c'est un nouveau mode complètement différent, et la ville ne s'occupe plus de rien. Elle règle à une société intermédiaire un chèque annuel, et la société, libre à elle de gérer l'électricité, de faire les remplacements, etc. Et donc évidemment, la société a intérêt, elle, à économiser l'énergie, donc à mettre des produits extrêmement bons pour récupérer une marge plus grande. Donc tous les modèles économiques sont à repenser. Si une ampoule dure 10 ans, la société elle n'est pas gagnante, hein. On ne va pas les changer toutes les 5 minutes. La société qui les fabrique ou celle qui les... la société qui les utilise, la société intermédiaire, si au bout de 5 ans on lui propose une LED
qui consomme encore 2 fois moins. Elle fait le calcul qu'en remplaçant sa LED par une qui est 2 fois meilleure, dans les 2 années qui vont suivre, elle va encore regagner sa marge. Donc en fait, c'est un jeu économique où tout le monde va faire de ses petits calculs. Et vous, on fidélise comme les mobiles. Voilà. Alors après, il y aura des côtés plus... les marchands de LED, eux, évidemment, des LED qui durent 10 ans, c'est pas un très bon business. Donc en fait, ce qu'on voit arriver, c'est qu'ils vont aussi introduire dans l'éclairage par LED de l'obsolescence programmée. Des choses qui vont... Des choses qui vont... Comme les électroménagers. Non, il ne faut pas le dire. Ben, C'est vrai que ça n'existe pas. Donc, vous voyez qu'entre le monde idéal, la technologie, la science, et puis après le consommateur, il y a des étapes, et là, il se passe des choses. Je pense que voilà, pour moi, c'est important qu'on discute de tout ça. Dernier truc, les usages. Donc, il y a des choses alors, qui arrivent aussi. Hein. L'éclairage intelligent, c'est associer ces sources qui sont très faciles à piloter, avec des petits capteurs de présence pour que l'éclairage vous suive dans la maison, s'éteigne, etc. Autre truc, ça s'appelle le Wi-Fi, c'est comme le Wi-Fi, sauf que c'est avec la lumière, donc l'information passerait à travers la lumière, et ça existe déjà. Donc la lumière est modulée à haute vitesse, l'œil ne voit rien, mais il y a un signal qui est transmis et ça remplace le Wi-Fi. Donc sur votre souris, il y a un petit capteur optique et vous avez le signal qui descend et vous captez, vous pouvez capter Internet. Donc ça, c'est en train de venir aussi. Donc, on peut imaginer qu'à terme, il n'y aura plus de Wi-Fi machin, tout arrivera par la lumière. Donc, vous voyez, et ça, c'est pas possible avec une lampe à incandescence parce que la lampe à incandescence, vous ne pouvez pas la moduler rapidement. Et les tubes néons, enfin les tubes flous, pareil. Alors que la LED, vous pouvez la moduler très rapidement. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui sont... Et voilà, et le dernier point sur lequel j'insisterai jamais assez, c'est ce lien entre la science et la société. Donc c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous êtes la société, voilà, je suis la science. Et j'étais vraiment content de pouvoir discuter de ça parce que pour moi, le lien entre la science et la société est capital si on ne veut pas tomber dans ces effets rebonds et si on veut que les avantages en termes d'écologie, qui à mon avis est un point critique pour le monde, si on veut que ces points soient bien traités et ne soient pas simplement confiés de manière aveugle à la science qui ne pourra pas les traiter. Voilà.